Bonjour à tous, je m'appelle Maxime Bonneville et je serai votre présentateur aujourd'hui. Notre sujet, le PPSD, un document axé sur les risques. Ce que je veux vous rappeler, c'est les objectifs du PPSD. Alors, il y en a 3. Identifier les dispositions de passation des marchés spécifiques au projet. Là, ici, on parle des approches spécifiques, donc développées dans le nouveau cadre de passation des marchés de la Banque mondiale. C'est ce qu'on appelait avant les méthodes. Par exemple, l'appel d'offres ouvert international, c'est une méthode. Mais là, vous en avez beaucoup de méthodes très variées au niveau de la publicité, du processus, etc. Alors, c'est l'idée d'avoir des méthodes spécifiques pour les contrats les plus compliqués. Il y a également identifier et atténuer les risques liés à une mise en œuvre afin d'améliorer le taux de réussite. Et c'est le sujet de notre présentation. Vous verrez que c'est le centre du document. Et troisième objectif, fournir des solutions personnalisées pour un projet concret au lieu d'avoir une approche commune par pays. Le PPSD sera préparé par l'emprunteur, c'est-à-dire par vos équipes, généralement par la future équipe de projet, avec le soutien, bien entendu, du bailleur, la Banque mondiale, et la résultante de toute cette démarche sera, entre autres, intégrée dans le PAD, le document d'évaluation du projet. Le niveau de détail d'un PPSD sera proportionnel aux besoins du projet au niveau du risque et des sommes en jeu. Alors, donc, justement, Maxime, si on comprend bien jusqu'à maintenant, l'objectif ultime du PPSD, c'est vraiment tout ce qui touche à l'analyse de risque. Mais qu'est-ce qu'on entend exactement par analyse du risque par rapport à la passation des marchés, ou est-ce que c'est par rapport au projet en général? Est-ce que tu peux nous préciser ça un petit peu? Bien sûr, je vous ai préparé quelque chose là-dessus. Alors, de quoi parle-t-on dans le risque? Premièrement, on parle, en général, pour un projet, on doit faire une analyse de risque du projet. Cependant, ici, on parle seulement des risques de passation des marchés dans le cadre du PPSD. Donc, pas des risques en général, seulement des risques reliés à la passation des marchés. On verra qu'il y a plusieurs dimensions qui ont été prédéfinies par le bailleur, mais sont des risques reliés à toutes les activités de passation des marchés, qui seront dans le futur intégrés, bien entendu, à une gestion plus globale du risque du projet, mais le PPSD seulement sur le risque de passation des marchés. Qu'est-ce que c'est un risque? Bon, un risque, c'est un événement futur, ça ne s'est pas encore produit. Et ce n'est pas un événement certain. Si je vous dis, nous construisons une route et il y a une montagne, on va devoir la contourner, ce n'est pas un risque, c'est une condition du projet. On sait qu'il y a une montagne dans notre chemin, on a choisi de la contourner, c'est une condition. Un risque, ça peut ou pas se produire. Alors qu'il y a des retards de livraison, ça, c'est un risque. Mais la montagne, ce n'est pas un risque, elle est déjà là. Alors, il y a une probabilité de moins de 100 % et de plus de 0 % si on veut être précis, mais bon, généralement, une probabilité raisonnable que ça se produise ou pas. Ça a un impact sur le projet, un impact négatif ou même positif, on appellera ça une opportunité. Le PPSD se concentre plutôt sur le risque négatif, mais pas seulement, pas que. Alors, un impact négatif sur le projet, conclusion, si ça a un impact négatif, on doit le suivre et on doit s'assurer que ça ne se produise pas ou à tout le moins que si ça se produit, on soit préparé. Il y a plusieurs façons de se prémunir contre le risque. Par exemple, si vous êtes assuré pour les dommages, vous avez transféré le risque à un tiers. Alors, ce n'est pas que vous avez moins de probabilité que ça se produise. L'impact est toujours important, mais il a été transféré à un tiers qui, lui, va vous compenser. Par exemple, quand on achète des biens, on prend une assurance, c'est à votre nom. Et si le bien, par exemple, vous commandez des voitures et un bateau coule avec vos voitures, eh bien, vous serez compensé à 100 %. Bon, question pour vous. Oh, désolé. À quelle étape du projet doit-on préparer le PPSD? Donc, situons-le dans le cycle de vie du projet. La préparation du PPSD doit commencer à la phase de conception du projet, donc bien avant la signature de l'accord, et on commence à l'élaborer dès que tous les contrats importants ont été identifiés, parce qu'on fait ça avant de débuter les activités. Bon, pour plusieurs raisons. Entre autres, on doit planifier avant de faire. Donc, bien entendu, on a une planification stratégique du risque avant
que le projet débute, mais également parce que nos choix, les choix qu'on fera dans le PPSD, auront des coûts monétaires ou autres, peut-être en temps, en assignation de personnel, et donc on doit en tenir compte dans le cadre de l'accord de financement. En effet, le PPSD va nourrir le PAD, mais également va déterminer le plan de passion des marchés qui est élaboré avant la signature de l'accord. Alors, c'est un peu comme une étude, c'est un document qui aide à préparer le projet. Le PPSD a une structure en 7 sections. Section 1, c'est très générique, c'est l'aperçu du projet, donc un résumé du projet. La section 2 nous concerne vraiment ici dans le cadre de cette présentation, ce webinaire, c'est l'évaluation stratégique du contexte opérationnel des capacités de l'emprunteur. J'expliquerai ce que c'est, mais c'est une analyse qui nous donnera la section 3, l'analyse des risques de passion des marchés. Et la section 3, c'est vraiment le pivot du document. On va déterminer tout ce qui se passe par la suite. Donc, 4, 5, 6, 7, on fixera des objectifs de passion des marchés, des approches de passion des marchés à la 5 pour les contrats haute valeur au risque, des approches qu'on appelle des arrangements préférentiels pour tous les autres contrats, des contrats plus habituels. Et à la fin, en résumé, tout le PPSD se retrouvera dans la section 7 à transférer dès que requis dans le PAD, le document de PAD. Justement, Maxime, pour les participants qui sont un peu moins familiers avec tout ça, pourrais-tu simplement préciser c'est quoi exactement le PAD et quel rôle il joue? Le PAD, Project Appraisal Document, qui est un document d'évaluation de projet, généralement appelé en français, mais le terme utilisé, même dans le milieu francophone, est PAD, hein, n'est-ce pas? Mais c'est un acronyme anglais. Et c'est un document qui précède l'accord de financement. Et c'est vraiment le document le plus important où il y aura un résumé de toutes les études effectuées, de toutes les démarches à faire, du plan de projet, des activités attendues, des grands objectifs, bref, des approches de passion des marchés. Il y aura un sommaire du PPSD, des éléments sur ce qui se retrouvera dans l'accord des marchés. Bref, c'est un survol de tous les éléments importants du projet, toutes les études réalisées à ce jour, et avec l'accord de financement qui lui précise d'où on obtient l'argent, en quelle quantité, où ça sera assigné, eh bien, on a vraiment les 2 documents majeurs du projet qui arrivent avant la signature. Donc, le grand résumé du projet dans lequel, maintenant, avec l'avenue du nouveau Code de passation des marchés, on inclut ce nouvel élément qui est le PPSD, si je comprends bien. Exactement. C'est vraiment le document où il y a un résumé de toutes les études, toutes les démarches faites à ce jour. Et donc, c'est un résumé total, englobant de notre projet. Donc, le document à lire pour savoir tout ce qui est relatif à un projet avant son financement, n'est-ce pas? Exactement. Et quand vous êtes assigné sur un projet, la première chose que vous devriez faire, c'est obtenir ce document et le lire, particulièrement les sections qui vous concernent. C'est vrai pour les gens ici. Il y aura des sections, bien entendu, sur la passion des marchés, entre autres le résumé du PPSD, mais il y aura également des sections si vous êtes responsable de suivi évaluation, si vous êtes le gestionnaire du projet, etc. Vraiment le document qui est un sommaire de tout ce qui sera fait dans le projet. Donc, je crois que c'est plus clair. Merci pour cette question. Alors, reparlons de la section 2, évaluation stratégique. De quoi parle-t-on ici? En fait, l'évaluation stratégique du contexte opérationnel des capacités, on parle de 3 dimensions. Le contexte opérationnel, ça, c'est l'environnement dans lequel évolue le projet. On va faire une analyse de cet environnement, par exemple, de gouvernance économique, au niveau de la soutenabilité, au niveau des technologies, au niveau politique, etc. Généralement, on emploie ce qu'on appelle une analyse PESTEL. Je sais que certains d'entre vous ne seront pas familiers avec ça, là, mais on ne va pas couvrir chacun des documents ici. Alors, c'est une analyse englobante de l'environnement dans lequel se déroule le projet. La section 2, ce n'est pas à propos de l'environnement du projet, c'est à propos des capacités de l'unité de gestion de projet, son expérience préalable. Est-ce que vous avez déjà géré des projets de ce type? Est-ce que vous avez déjà fait des contrats importants du même genre que les contrats qu'on anticipe dans ce projet? Donc, c'est vraiment savoir quelles sont vos capacités. Donc, votre environnement, c'est le premier point. Vos capacités, deuxième point qui est analysé. Et le troisième point, l'étude du marché et de l'UGP, c'est la relation entre vous et surtout les fournisseurs. Donc, premier contexte opérationnel, c'est votre environnement. Le deuxième, ce sont votre UGP, vos capacités. Et le troisième, vos fournisseurs. Donc, c'est une analyse de ces 3 dimensions.
Alors, j'ai une question pour vous, question pour discussion donc dans le chat. Comment présenteriez-vous les 3 dimensions de l'analyse de manière synthétique? Alors, il y a 3 points. Est-ce que vous pourriez me les résumer dans le chat? Je vous laisse commenter. Alors, rappelons-le, on analyse 3 choses. L'environnement du projet, les capacités de l'emprunteur, c'est-à-dire l'UGP comme tel, vos capacités à vous, votre équipe, et le 3e, les fournisseurs, leur disposition par rapport à vous, leur nombre, est-ce que c'est un environnement concurrentiel, etc. Environnement, unité de gestion, fournisseur, sont les 3 choses qu'on analyse en utilisant des outils spécifiques qui vous sont présentés dans les guides de préparation du PPSD fournis par la Banque mondiale. Ils ont préparé un document qui est une sorte de guide. Alors, si on résume le PPSD, situons l'analyse de risque dans ce document. Encore une fois, l'analyse de risque, c'est la section 3, mais l'important, c'est de le situer. Alors, l'analyse de risque, c'est la résultante de l'analyse effectuée en section 2, donc ce que je viens de présenter, votre environnement, vos capacités de l'UGP et vos fournisseurs. Et qu'est-ce que ça nous donne d'avoir effectué cette analyse? Eh bien, ça nous permet de dégager les divers risques de passation des marchés reliés à l'environnement, à notre UGP et à nos fournisseurs, et donc de faire un tableau de risque. Et ça, c'est le centre du PPSD, ce tableau de risque. C'est vraiment le pivot. On analyse les choses, ça nous donne l'ensemble des risques du projet et on développe des stratégies pour les minimiser, pour les gérer, et ça détermine ce qui vient après la section 3, c'est-à-dire les sections 4, 5, 6, 7. Donc, section 3, le centre. On analyse, ça nous donne un tableau de risque et des stratégies pour gérer le risque, et de ça résulteront nos objectifs de passation des marchés et nos approches et arrangements des marchés. Et à la fin, il y a un résumé qui va dans le PPSD. Alors, à quoi est-ce que ça peut ressembler? D'où, Maxime, tu tirais ces outils-là? Parce que la plupart des acteurs qui vont travailler sur le PPSD proviennent avec un background de la passation des marchés. Tu dirais que ça vient de quelle discipline, tous ces outils-là, pour aider à l'élaboration de la section 2 que tu viens de mentionner? Très bonne question. Un des problèmes ou des défis que rencontrent les responsables, les spécialistes de passation des marchés, qui sont souvent chevronnés, rappelons-le, ce ne sont pas des débutants qui vont avoir à élaborer le PPSD. Mais un problème qu'ils peuvent rencontrer, c'est qu'il y a un ensemble d'outils, ça peut leur sembler nouveau. Souvent, on a l'impression que ça a été développé par la Banque mondiale, mais en réalité, ce ne sont que des outils existants, mais qui proviennent d'une autre discipline que celle de la passation des marchés. Ce sont tous des outils qui se retrouvent depuis très longtemps en gestion de projet. Alors, l'ensemble des outils d'analyse de la section 2 que vous pourrez voir dans un guide sur le PPSD ont été empruntés à la discipline de la gestion de projet où la gestion des risques est une des dimensions les plus importantes. En gestion de projet, gérer les risques, c'est une des bases. Alors, la Banque mondiale est allée puiser dans ces outils pour les faire appliquer par des spécialistes de passation des marchés. Donc, si vous avez besoin d'être formé sur l'approche PPSD, une des bonnes façons de le faire, c'est de mieux connaître la gestion de projet, en fait. Est-ce que ça répond à la question? Ça répond très bien. Donc, effectivement, on comprend bien que le PPSD, c'est de la gestion de projet, c'est de l'analyse de risque, mais vraiment pour la composante approvisionnement, passation des marchés. Exactement. Alors, les techniques viennent de la gestion de projet, mais c'est pour contribuer à la gestion des risques dans le cadre de nos passations des marchés. Donc, les bénéficiaires, on pourrait dire, sont les praticiens de la passation des marchés ultimement de projet, mais dans les compétences pour l'élaborer, il faut vraiment une connaissance de la gestion de projet et de ses outils. Alors, sans entrer dans les détails, ce n'est pas un webinaire technique, dans la section 3, on va avoir un tableau de risque de ce type. Là, je l'ai mis avec un seul risque. L'idée, c'est qu'on décrit le risque dans la première colonne. On entre un chiffre de probabilité allant de 1 à 5, 1 étant très faible, donc très faible, 2 étant faible, 3 étant
moyen, 4 étant probabilité forte et 5 étant très forte. Donc, c'est allant de 1 à 5 en montant. On a entre 1 à 5 pour la probabilité que ça se produise. Et dans l'autre colonne, on a entre 1 à 5 pour l'impact sur le projet si ça se produit. Donc, 5, c'est un très grand impact. 1, c'est très petit. Et l'idée, c'est que plus ces chiffres sont élevés, plus le risque est important. Par la suite, on va décrire une stratégie, ce qu'on appelle une mesure d'atténuation pour gérer ce risque. Qu'est-ce qu'on va faire pour éviter ces problèmes? Est-ce qu'on va les transférer à un tiers, par exemple par une assurance? Est-ce qu'on va avoir une quelconque stratégie reliée aux méthodes de passation des marchés utilisées? Est-ce qu'on va devoir aller chercher d'autres fournisseurs en faisant la publicité de manière différente, etc.? Tout dépendant du risque. On va l'assigner à une personne. Il faut qu'il y ait un propriétaire du risque. Les risques qui ne sont assignés à personne sont gérés par personne. Dans le cadre d'un projet, il faut l'assigner à des responsables, généralement des membres de votre unité de projet, mais parfois des gens extérieurs qui devront faire un suivi de ce risque et s'assurer que la mesure d'atténuation est mise en place. Les mesures d'atténuation ont souvent des coûts. Si je prends une assurance, par exemple, si vous avez une assurance sur votre maison pour les dommages, vous avez bien entendu remarqué que vous deviez payer pour cette assurance. Alors, c'est souvent la même chose. Si on doit mobiliser des ressources, on doit payer des ressources. Si on doit prendre une assurance, si on doit transférer dans le cadre contractuel à notre fournisseur, on doit devoir payer pour ça. Alors, les risques ont des coûts, leur gestion a des coûts. C'est une autre des raisons pourquoi on doit procéder à l'élaboration du PPSD avant l'accord de financement, parce qu'il y aura des impacts sur la planification, notamment au niveau des coûts, mais également de l'échéancier, de l'assignation des ressources, etc. Alors, on va également situer à quelle étape dans le projet ce risque devrait se manifester. Par exemple, il y a des choses qui ne se manifesteront qu'en clôture. C'est vers la fin du projet qu'on aura ce type de problème en passant des marchés. D'autres, c'est plutôt au début, etc. Alors, si je résume, on a un tableau pour chacun de nos risques identifiés dans l'analyse qui résume quel est le risque, à quel point il est virulent, donc quelle est sa probabilité d'occurrence, son impact, et qui va le gérer, quelle est notre stratégie pour le gérer et à quelle étape on pense que ça va se produire. J'espère que c'est plus clair comme ça. Et il y a 8 domaines selon le bailleur, clés de risque. Alors, les risques peuvent provenir de ces 8 domaines, en clair. La complexité du marché et le niveau de compétition. Est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence? Vous avez un seul fournisseur. Les problématiques de sécurité et de livraison. Est-ce que c'est une zone dangereuse? Est-ce qu'il y a souvent des retards de livraison qui peuvent affecter votre projet? Les fournisseurs eux-mêmes, votre relation avec ces mêmes fournisseurs, votre expérience au niveau de l'UGP de l'emprunteur et ses capacités à gérer ce type de marché, les tendances de prix sur le marché. Est-ce qu'on est dans une spirale inflationnaire comme maintenant? Est-ce que le coût du carburant continue à augmenter? Ce qui est le cas présentement, et en plus, on a des conflits qui vont pousser à cela. Est-ce qu'on demande une grande innovation technique ou c'est quelque chose d'assez habituel au niveau technique qu'on a fait avant? Les dimensions de soutenabilité, durabilité, donc environnementale, sociale, etc., et l'environnement d'affaires et opérationnel. Donc, ce sont 8 dimensions, sont les bailleurs, domaine clé du risque. Je vais peut-être vous situer encore une fois dans l'analyse de risque. Donc, une fois qu'on a fait notre analyse, on arrive aux sections 4, 5, 6, 7. La plus importante, c'est la section 5. Approche des marchés et recommandations. Ce qui se produit, c'est que dans la section 5, vous avez identifié 2 ou 3 contrats, très peu de contrats, les contrats haute valeur, haut risque. Et ces contrats-là, vous allez devoir faire une analyse plus poussée pour voir comment vous allez approcher le marché, choisir la bonne méthodologie. En fait, c'est que dans la section pour contrats haut risque, haute valeur, section 5, donc 2 ou 3 contrats, 1 à 3 contrats, vous emploierez les nouvelles méthodes développées dans le cadre du nouveau cadre, des méthodes plus complexes, plus spécifiques. Par exemple, vous pourriez faire un achat de biens où on irait au mieux 10 ans au lieu d'au moins 10 ans. Donc, des méthodes nouvelles qu'on n'employait pas avant, que vous n'employez pas au niveau national, pour les marchés les plus complexes. Et on doit faire une analyse pour les choisir. Dans la section 6, les autres contrats, là, sont plutôt des méthodes habituelles. Donc, je vais faire un AOI restreint
avec contrôle a priori de la banque pour tel contrat. Ça ressemble à ce qui va se retrouver dans votre plan de passation des marchés. Mais dans la section 5, c'est vraiment, on fait une analyse plus poussée pour chaque contrat et on décide, relié à nos risques, hein, bien entendu, et on décide, pour bien gérer ces risques, d'employer les nouvelles méthodologies qui sont plus novatrices, plus complexes et plus spécifiques à notre projet. Une des dimensions vraiment importantes du PPSD que je n'ai peut-être pas assez souligné, c'est que le PPSD veut amener quelque chose de nouveau, c'est-à-dire une approche spécifique pour un projet et non la même pour tout le monde dans le cadre des projets. Donc, on va identifier des risques spécifiques à notre projet, pas des risques génériques de passation des marchés, des risques que nous, on peut faire face à ces risques-là, des stratégies spécifiques à nous et on prendra des décisions pour nos contrats les plus importants d'avoir une approche à la carte, une approche vraiment qui est reliée à nos problèmes et non une approche générique de passation des marchés. C'est vraiment l'idée derrière ça. Le fait d'identifier les risques, ça nous permet de faire des choix qu'une personne standard ne ferait pas, des choix qui s'appliquent seulement à nous, préapprouvés, bien entendu, par le bailleur de fonds. Alors, bon, attendez. Pour préparer un PPSD, on a besoin d'un ensemble de ressources. Vous verrez, il y a une discussion qui va suivre par la suite et on reviendra un peu sur cette idée de quels sont nos besoins pour préparer un PPSD. Il faudrait être formé en gestion de projet. Là, je ne parle pas forcément d'une formation formelle, bien entendu, c'est en offre, mais c'est également, en fait, s'assurer qu'on a un personnel qui a des connaissances en gestion de projet, mais des connaissances théoriques également. Donc, quels sont les outils de gestion de projet? Est-ce que je les connais? Est-ce que je sais les appliquer? Parce que plusieurs d'entre eux se retrouvent dans la section analyse, la section 2. On a également des ressources fournies par la Banque mondiale. La Banque mondiale vous fournit des gabarits de PPSD. Donc, c'est un document type, un gabarit, un document vide, mais où il y a toutes les sections, les tableaux à remplir. Il y a des formations en ligne sur le nouveau cadre en général de la Banque mondiale, pas seulement sur le PPSD, donc il n'y aura pas seulement ce qui vous intéresse. Il y a un manuel de rédaction du PPSD, un guide, qui est seulement disponible en anglais à l'heure actuelle, parce que, bon, c'est la Banque mondiale, ils ont tendance à faire affaire en anglais. Vous avez des exemples de PPSD que vous pouvez demander à votre task team leader, donc à votre vis-à-vis de la Banque mondiale qui supervise votre projet. Et bien entendu, la Banque mondiale, ses responsables seront impliqués dans l'élaboration, donc feront une révision de votre PPSD, vous donneront des commentaires, vous aideront à bonifier le document. Mais soulignons que c'est votre responsabilité de le préparer, pas celle de la Banque mondiale. C'est vraiment un document qui est assigné à l'UGP et vous avez la même mise sur ce document. Il y a des avantages. L'inconvénient, c'est qu'il faut avoir les capacités pour l'élaborer. Alors, je voudrais vous remercier. On comprend mieux, Maxime, puis si on se résume, que le PPSD, ce n'est pas un document qui est élaboré que pour le pays, c'est vraiment un document propre au projet. Donc, ça vise à être, c'est très focusé. Par exemple, pour un même pays, j'imagine qu'il va y avoir certains risques qui peuvent être identifiés au niveau des fournisseurs disponibles, du niveau de corruption, etc. Mais le PPSD ne sera pas un copier-coller d'un projet à un autre parce que, par exemple, le niveau d'un risque peut être différent selon qu'il s'agit d'un projet spécifique ou d'un projet minier par rapport à un projet de santé. Donc, ça va être vraiment unique à chacun des projets, si on a bien compris. Oui, approche unique pour chaque projet, analyse spécifique du projet. Le PPSD, en fait, c'est que, imaginez que vous fassiez un projet routier dans une zone où il y a des conflits, il y aura des risques que si vous faites une réforme du code des marchés publics dans la capitale, vous n'aurez pas. Donc, les risques sont vraiment reliés aux dimensions du projet. Peut-être que votre agence routière, votre Agiroute, a énormément d'expérience dans gérer les contrats auxquels elle va faire face. Donc, il y aura peu de défis par rapport à l'UGP. Ce sont des contrats habituels. Alors que dans le cadre d'un projet santé, l'UGP, ce seront de nouvelles pratiques reliées, je ne sais pas moi, au COVID ou à une épidémie et ils n'auront pas l'expérience d'avoir géré ce type de contrat. Et là, ils auraient des risques de projet que les gens de l'Agiroute n'auraient pas. Alors, ça varie d'un projet à l'autre. Et comme les risques varient, les défis varient d'un projet à l'autre, qu'est-ce qu'on a voulu faire du côté BR, de vous offrir les outils spécifiques, de pouvoir avoir une approche adaptée
comme tu l'as dit, une approche projet, avoir une approche adaptée à notre situation et non générique. D'accord. Et on retient aussi que ce n'est pas quelque chose qui est facultatif ou qui est possible d'être fait si on a le temps. Pour les projets qui ont été approuvés après juillet 2016, c'est un document obligatoire pour que soit accordé le financement, si on retient ça. Tout projet financé par la Banque mondiale devra avoir un PPSD élaboré et approuvé avant sa signature. Ce n'est pas un document facultatif. De toute manière, c'est un document utile. C'est comme votre étude environnementale si ça s'applique. Il faut l'effectuer. Ce n'est pas un choix. Effectivement, effectivement. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore entendu parler beaucoup du PPSD, il se peut, c'est parce que votre projet est déjà en route, a été signé avant juillet 2016. Donc là, les anciennes directives peuvent s'appliquer, mais tout projet, et là, maintenant, ça fait pratiquement plus de 5 ans. Donc, tous les nouveaux projets. Donc, le PPSD, c'est quelque chose que vous allez entendre de plus en plus parler et même dans lesquels vous allez être impliqué. Et à ce stade-ci, merci beaucoup, Maxime, d'avoir mis la table. Le troisième point, peut-être qu'on retient, c'est que le PPSD égale risque. On parle de la gestion de risque qui est centrale à la gestion de projet, tu l'as bien souligné. Et dans plusieurs séminaires de formation, plusieurs échanges qu'on a eu avec les participants, je crois que tout le monde s'accorde pour dire que la gestion des risques est quelque chose d'essentiel à tout projet. Cependant, la discussion devient intéressante lorsque tout le monde s'accorde pour dire que c'est extrêmement important, mais quel effort y accordez-vous? Et à ce stade-ci du webinaire, on aimerait ça vous donner la parole par rapport à quel type de gestion de risque que vous faites, ou si vous avez des questions, des demandes de précision par rapport aux différents éléments que Maxime a soulignés précédemment, on aimerait ça vous donner la parole à ce stade-ci pour pouvoir vous entendre. Alors, on vous invite, soit si vous le désirez, comme il a été mentionné au départ, posez vos questions par écrit. C'est possible, ou sinon, vous pouvez simplement lever la main et on vous donnera la parole pour que vous puissiez la poser avec de vive voix, avec micro et caméra, si vous y avez accès. Allô, bonjour. Bonjour, Madame Inès. Je voudrais poser une question. C'était celle de savoir, est-ce que le PPSD est un document qui se modifie ou bien c'est un document statique pour toute la durée du projet? Très bonne question. Le PPSD est bien entendu approuvé à un certain stade, mais il est comme le plan de passion des marchés, il est révisable tout au long du projet. Parce que la situation peut changer, on doit réévaluer les risques. Alors, comme le plan de passion des marchés, il y a un document initialement approuvé, mais tout au long du projet, il sera mis à jour et il y aura une révision officielle à chaque année. Donc, si on fait le parallèle avec la gestion de projet, la matrice des risques, qui ressemble beaucoup à ce que tu nous as présenté précédemment, elle doit être faite dans toute bonne gestion de projet dès le début du projet pour s'assurer d'anticiper ce qui s'en vient. Mais bien entendu, comme les risques évoluent, leur probabilité, leur impact sont modifiés au fil du temps. C'est quelque chose qu'on doit réviser. Donc, d'où un peu ma question précédente par rapport à l'importance que vous accordez à la gestion des risques. À quelle fréquence faites-vous ça? Est-ce que c'est à toutes les semaines, à tous les mois, à tous les 6 mois, à toutes les années ou simplement lorsqu'on vous le demande? Bien que beaucoup s'accordent pour dire que les risques sont centraux à l'analyse des risques et la gestion des risques sont centraux à la gestion de projet, peut l'effectuer sur une base régulière et programmée. J'espère que ça répond à votre question, Mme Inès. Oui, on avait une autre question. Oh, pardonnez-moi. On a... Allez-y, si vous avez une autre question, oui, vous pouvez y aller. Oui, je voudrais poser la question de savoir est-ce que la révision ou la modification peut intervenir lorsqu'on modifie une méthode de passation d'une activité. Est-ce qu'à ce niveau, on peut modifier le PPSD et le resoumettre encore à la banque? En général, à moins que ça requiert une analyse, on va modifier directement le PPM parce que maintenant, la Banque mondiale, en fait, emploie un outil en ligne de gestion de la relation, pas avec les fournisseurs, mais entre le bailleur et le projet qui s'appelle STEP.
Et ce que votre TTL vous demandera, il vous enverra un message disant modifiez, s'il vous plaît, directement le plan de passion de marché. C'est seulement dire un AOI devient un AON, par exemple, là, ou peu importe. Là. Une modification du PPM se fait directement dans STEP, dans le plan. Parfait. J'espère que ça répond à Mme Inès. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou questions? Il y avait M. Bokar Abdoulaye. Oui, M. Lee qui avait une question tout à l'heure. Je ne sais pas si alors oui, bonjour. 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 Enfin, je vous remercie de m'avoir associé à cette rencontre. Merci. Je voulais savoir, est-ce que l'élaboration du PPSD est de la prérogative exclusive du SPM ou c'est toute l'équipe de projet qui doit s'y mettre? Voilà, eh bien, je vais pouvoir répondre à cette question, bien entendu. Bon, premièrement, soulignons que si vous n'aviez pas les capacités, moi, j'ai déjà élaboré des plans de passion des marchés, donc on peut, avec l'accord de la Banque mondiale, même l'assigner à un tiers. Maintenant, il ne s'agit pas de prérogative, il s'agit du travail réellement effectué. C'est centré sur le SPM, mais c'est toute l'équipe qui doit participer parce que les capacités pour faire cette analyse, en fait, proviennent des différentes disciplines de l'UGP et sont centrées sur les approches de gestion de projet. Alors, si vous voulez, c'est un peu comme, par exemple, faire un DAO hyper technique et pas inclure le département technique de tout laisser sur le spécialiste passion de marché, ça ne donnera pas un bon document. Tout le monde doit être impliqué. C'est formellement le spécialiste passion de marché qui va l'envoyer à la banque et ce genre de choses, mais c'est un document qui est centré sur toute l'équipe de gestion de projet. Est-ce que ça répond à la question? Oui, merci. Oui, c'est très clair. Merci. Merci beaucoup. Merci de votre question, M. Lee. Bonsoir à tous. Bonsoir. J'avais juste une question par rapport au PPSD. Oui. Dans le cadre d'une extension d'un projet. Maintenant, si la extension, est-ce que le PPSD, la première version du PPSD, est-ce que sera révisée lors de l'extension du projet? Imaginons que vous avez eu un projet où il y a déjà un PPSD existant, donc qui a été signé après 2016, c'est bien ça? Oui. Et vous voulez savoir si on va devoir le réviser. Bien entendu que la banque vous demandera de réviser parce qu'on a peut-être des nouveaux défis, il y a peut-être des changements de méthode parce qu'on étend, par exemple, d'1 an le projet. Ça demandera certainement une révision de certains éléments du PPSD existant. De la même manière, vous allez réviser votre plan de passion des marchés, non? Mais ça n'aura pas d'impact sur le PAD, sur le PAD. Si ça n'a aucun impact, écoutez, ça, c'est vraiment entre vous et les gens au niveau de la Banque mondiale, parce que si vous me dites que c'est une révision qui n'a aucun impact sur les risques et sur aucun des éléments, c'est juste une révision technique des dates de livraison, vous allez simplement réviser le PPM pour changer les dates des marchés. Si c'est une extension qui entraîne des changements de méthode, d'approche, qui inclut des nouveaux risques, qui touche de manière plus centrale au processus de passion des marchés, là, vous aurez à réviser le PPM. Mais si c'est seulement changer la date 2022 pour 2023 dans le plan de passion des marchés, vous ne touchez pas au PPSD, vous révisez le PPM dans STEP. OK. Merci beaucoup. Donc, parlez-en à votre TTL, c'est possible qu'ils vous disent non, il n'y a pas d'impact sur le risque et sur les approches du projet, donc pas besoin. OK, merci. Merci de votre question, M. Diop. Et comme je mentionnais auparavant, bien entendu, on n'entend pas couvrir l'ensemble des détails qui sont inclus dans le PPSD ce matin. Il s'agissait simplement de mettre la table. Pour ceux parmi vous qui désirent en savoir plus, alors, bien entendu, il y a possibilité d'en savoir plus et d'avoir accès à davantage de documentation en s'inscrivant à un séminaire de formation. Pour ceux qui sont intéressés, simplement naviguez sur notre site Internet setim.com et vous allez sous l'onglet Formation et trouver un séminaire. Donc, si vous allez sous Trouver un séminaire, vous allez avoir accès
à l'ensemble des séminaires qui sont programmés. Vous avez accès au catalogue pour ceux qui désirent le télécharger et l'avoir en version locale. Sinon, en allant sur le site, vous pouvez naviguer et choisir par pôle d'expertise. Donc, on parle de gestion de projet, de développement durable ou, dans le cadre du sujet qui nous intéresse ce matin, la passation des marchés. Vous pouvez tout simplement aller naviguer et trouver les prochaines sessions qui seront offertes, soit par thème, soit par lieu de formation, donc que ce soit sur Montréal où est notre siège social, ou à Marrakech, Istanbul, Dubaï ou encore Dakar. À cet effet, on vient de terminer d'ailleurs la semaine dernière un séminaire qui touchait directement à ce sujet sur la passation des marchés pour les consultants qui a eu lieu à Dubaï. Et nous en aurons d'autres qui sont à venir à Montréal, qui sont à venir à Marrakech, tout comme des séminaires plus spécifiques au PPP ou à la gestion des contrats. Donc, tout ça, vous pouvez y accéder en allant directement sur notre site Web ou encore, vous pouvez naviguer sur ce même site et aller dans l'onglet Webinaire. Si vous allez cliquer sur Webinaire, vous pouvez réécouter le présent webinaire et de même que vous inscrire pour les prochains webinaires à venir. Donc, les prochains webinaires toucheront d'autres sujets connexes, que ce soit les tableaux de bord. On va avoir dès la semaine prochaine un qui touche les ressources humaines, donc le bonheur au travail, c'est une fable ou une réalité, le leadership, ainsi qu'une panoplie d'autres sujets qui touchent à l'ensemble des domaines d'expertise que couvre cette team internationale. Alors, encore une fois, pour vous inscrire ou réécouter un webinaire ou encore pour vous inscrire au niveau d'un séminaire de formation, cetim.com et vous allez sous l'onglet Formation. Donc, sur ce, nous vous remercions grandement d'avoir participé à ce webinaire ce matin. On espère avoir la chance de vous retrouver dans un prochain webinaire, de même que, encore mieux, avoir la chance de vous accueillir en personne dans un séminaire de formation qui prendra lieu dans un centre près de chez vous ou encore de nous contacter afin que nous puissions organiser l'un de ces séminaires de formation directement chez vous de façon sur mesure pour vous et vos équipes. Alors, sur ce, on vous souhaite une excellente fin de journée et au plaisir de vous retrouver.